Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 4 du Critérium du Dauphiné Libéré. Aujourd'hui, on avait un contre-la-montre de 16 km 600, encore une fois dans le massif central entre Firminy et Roche-la-Molière. C'était une étape pas simple dans cette région, avec un contre-la-montre plutôt en montée. On avait 5-6 km plutôt plat et puis ensuite ça grimpait. C'était pas une énorme côte, il y avait 300 mètres de dénivelé positif sur cette deuxième partie de course, mais c'était des petits talus en fait à chaque fois qui faisaient un petit peu mal et qui ont fait que ce contre-la-montre a une physionomie un petit peu particulière. Il fallait plutôt partir très tranquillement et finir très fort parce que c'était vraiment sur la deuxième partie du parcours où on pouvait faire des écarts et c'est ce qu'ont compris certaines équipes et ce que n'ont pas compris d'autres équipes qui, je pense, se sont trompées de stratégie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Aujourd'hui, un petit peu exceptionnel, mais comme on avait fait pour les premiers jours, il n'y aura pas d'affichage comme vous en avez l'habitude, voilà, avec les petits maillots sur le côté, simplement parce que, voilà, un petit problème de temps, on va dire, pas mal de choses à faire, et bon, pour gagner un petit peu de temps, on va pas faire d'affichage. On commence par les bleus. Du côté des bleus, je commence par David de Gaudu. Du côté de David de Gaudu, ça a été vraiment un très très beau chrono aujourd'hui qu'a fait le français, je trouve, parce que David Gaudu, encore une fois, moi je pensais aujourd'hui qu'il allait perdre beaucoup de temps. C'est pas un coureur qui aime le contre-la-montre, même si le parcours était peut-être un peu plus avantageux, mais c'était quand même très vallonné et c'est un bon coureur, un bon puncher, grimpeur. Enfin, grimpeur-puncher, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais quand même, il fallait faire un chrono, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Aujourd'hui, il perd que 59 secondes sur Lutsenko. Mais si on regarde sur Richie Porte, il perd que 45 secondes. Et 45 secondes sur 16 km, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, parce que moi je m'attendais plutôt à 1 minute 15, 1 minute 20 aujourd'hui pour David Gaudu, pour des coureurs de type Richie Porte ou Geraint Thomas. Donc il a vraiment fait un très très beau chrono, parce que sur Geraint Thomas c'est même moins, Geraint Thomas c'est à 23 secondes, donc ça fait 37. Donc c'est vraiment pas grand chose pour David Gaudu, donc c'était vraiment un bon chrono, en sachant que voilà, c'est un coureur qui n'aime vraiment pas ça. Donc vraiment très très belle performance de sa part, il faut le souligner. Je continue également avec Pareil Peintre. Pareil Peintre, il finit 16e de l'étape avec un écart de 37 secondes du côté d'Aurélien Pareil Peintre, le coureur d'AG2R Citroën, qui a fait vraiment un très très beau contre-la-montre là encore. 37 secondes, c'est vraiment bien. C'est un coureur qui a beaucoup de qualité, on s'aperçoit au fur et à mesure de cette année. Très bon sur le sprint, bon grimpeur, également bon sur le contre-la-montre. Moi, j'attends de voir Aurélien Paré-Peintre, c'est sa gestion de la récupération, ça c'est déjà un premier point. Et puis, ses capacités en très haute montagne, en haute et très haute montagne, c'est-à-dire au-delà de 1800 mètres d'altitude, donc sur des cols voilà, d'une dizaine, quinzaine de kilomètres. Comment il va se comporter Aurélien Paré-Peintre? Mais quand on voit tout son attirail, contre-la-montre pas mauvais, voilà, et dans d'autres domaines, on se dit ça peut être intéressant, même si là c'était un contre-la-montre qui lui convenait, avec encore une fois une deuxième partie très vallonnée qui correspondait à ses qualités de vraiment, il est bon puncher, Aurélien Paré-Peintre, mais il a fait voilà un très très bon chrono, et ça montre également que le AG2R gère de mieux en mieux les contre-la-montre, parce qu'on sait qu'ils ont eu beaucoup de soucis sur les vélos de contre-la-montre, notamment avec Factor et Eddy Merckx, les vélos Eddy Merckx qui n'étaient pas très performants sur le contre-la-montre. Ils avaient un déficit au niveau matériel. Cette année, ils sont avec BMC et on s'aperçoit quand même que chez AG2R, le passage chez BMC a plutôt été célébré, on va dire, pour cette équipe qui avait souvent des vélos pas forcément la meilleure marque possible. C'est peut-être aussi en parlant de la contre-performance pas de Geraint Thomas, de Chris Froome sur le chrono depuis quelques temps, c'est qu'il a aussi changé de marque de vélo en passant chez Israël, ce qui est toujours un petit problème. Je parlerai pas plus de Chris Froome sur la suite de la vidéo, donc voilà, on est sur quelque chose d'assez tranquille. On passe au coureur
qui ont eu un chrono difficile. Alors je peux peut-être vous donner le temps qu'a fait Guillaume Martin. Guillaume Martin il est 52e à 1,20. Il est dans il est dans les temps que je m'attendais peut-être à plutôt une 35 du côté de Guillaume Martin de retard, une 35 une 40, donc il est plutôt un peu mieux, mais ça reste quand même un déficit, une 40 une 20 pardon, qui reste quand même un petit peu important pour un coureur de ce type. Je passe donc au coureur flop du côté des Bleus. J'ai mis Kenny Elissonde. Alors certes, on sait que Kenny Elissonde il est pas bon sur le chrono, mais perdre 1 minute 45 aujourd'hui, c'est quand même un peu beaucoup. Encore une fois, sur un parcours qui convenait bien à ce type de coureur-là sur la deuxième partie. Alors certes, Kenny Elissonde a pas l'air d'être extrêmement bien en jambes, mais quand même, ça fait beaucoup, je trouve, pour le Français. Et aujourd'hui, c'est un coureur qui pourra faire des top 10 sur les grands tours. Ce qui lui manque très clairement, c'est le chrono. Il perd beaucoup trop de temps dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'il se retrouve extrêmement loin, Kenny Elissonde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un coureur comme Kenny Elissonde ne peut pas prétendre à mieux que 15e. Je dirais top 15. Parce qu'aujourd'hui, sur le chrono, on va voir sur le Tour de France. Je pense qu'il fait le Tour de France, Kenny Elissonde, cette année. Pas sûr encore, il y a le Mont Ventoux des nivelés de challenge, moi j'aurais vu quand même sur le Tour de France, mais en sachant qu'il est en fin de contrat avec la Trek. Du côté de Kenny Elissonde, qui est quand même un poids plume, 1m69, 52 kg, ça m'impressionne toujours, mais oui, ça engendre des petits soucis au niveau puissance. Mais du côté de Kenny Elissonde, c'est vrai que le Tour de France pourrait il perd du temps sur le Tour de France avec 2 contre-la-montre, tout plat. Il perdra forcément du temps. Alors, est-ce qu'il fera la Vuelta? Grande question. Puis du côté de chez Trek, est-ce qu'on renouvellera son contrat ou est-ce qu'il discute avec d'autres équipes? Ça, c'est également. C'est un coureur qui peut être intéressant, par exemple, pour des équipes françaises, qui seraient en déficit de leader. Ou dans des équipes étrangères également, qui voudraient un très bon équipier. Je rappelle qu'il a été équipier de Chris Froome, notamment, à l'époque de Sky. On passe au coureur au top. Du côté des coureurs au top, Lutsenko. C'était un contre-la-montre c'est vrai qu'il pouvait lui correspondre. Je l'avais pas mis parmi mes favoris sur cette étape-là, mais parce que j'avais un peu oublié Lutsenko. Et puis, du côté de Lutsenko, c'est difficile de le mettre dans les favoris parce que comme il est souvent quand on l'attend, il est pas là et il gagne des courses où on l'attend pas. C'est vrai que Lutsenko est quand même un coureur assez atypique. C'est quand même un coureur qui est très irrégulier sur une saison. On peut le voir des fois. Quand il est au top, il est intouchable. Par contre, il est très rarement au top, Lutsenko. Donc, ce qui fait que je le mets rarement parmi mes favoris, je le mets rarement dans mes pronostics parce que c'est un coureur, encore une fois, qui est capable du meilleur, mais aussi du pire. Et du côté de Lutsenko, 21-36, 45-5. Il a très très bien géré sur la deuxième partie, il a très bien roulé. Alors, on a eu peu d'images de Lutsenko, donc c'est difficile de dire ce qu'il a fait, mais foncièrement, quand c'est un parcours qui convient à des punchers, Lutsenko est très très fort dans ce domaine-là. Il fait partie des 10 meilleurs punchers du monde. Facilement, donc ça a été vraiment un contre-la-montre très très intéressant pour le coureur kazakh. Je continue avec le coureur de DSM, Ilyan Van Wilder, toujours bien classé au général, qui ne perd aujourd'hui que 13 secondes sur Lutsenko, qui est devant notamment Richie Porte, McNulty, Geraint Thomas, juste derrière Wilco Kelderman. Du côté de Van Wilder, ça montre là encore toute la panoplie de ce coureur dont on avait parlé également sur le Tour de Romandie, c'est-à-dire bon coureur de contre-la-montre, il a l'air d'avoir un bon punch. Là encore, c'est sur ses qualités de pur grimpeur que j'attends de voir encore du côté de Van Wilder, mais c'est un coureur qui a l'air d'avoir un profil très intéressant. Et quand on parle de Remco Evenepoel, du côté des Belges, il est là aussi, Van Wilder. C'est une génération qui va arriver chez les Belges, qui va être assez impressionnante. Je pense dans les années à venir, la Belgique sur les championnats du monde, ça ne m'étonnerait pas qu'ils arrivent à récolter quelques maillots arc-en-ciel sur les 5-6 prochaines années. Ils ont vraiment le potentiel pour, au niveau collectif, dans cette sélection nationale. Je termine avec Wilco Kelderman. Wilco Kelderman 4e à 12 secondes. Non, je ne sais plus si j'ai mis Kelderman.
Non, j'ai pas mis Kelderman, mais qui a fait quand même un bon chrono, et parce que Kelderman, on pouvait s'y attendre qu'il fasse un bon chrono, même si je trouve que le coureur néerlandais monte en puissance jour après jour. J'ai plutôt mis Miguel Angel Lopez, 42 secondes aujourd'hui pour le coureur de la Movistar, très très bon chrono également de Miguel Angel Lopez, qui est juste derrière Crossbike, devant Henrik Mas, devant David Gaudu, devant Chalaga aussi, le coureur de DSM, pas loin de Ben O'Connor qui a fait aussi un bon chrono, mais voilà, c'est vraiment une très belle épreuve de la part de Miguel Angel Lopez, qui je trouve a quand même progressé sur le contre-la-montre. Faut savoir que c'est un coureur qui a repris très tardivement. On le rappelle, il a repris qu'au Tour de Romandie, Miguel Angel Lopez, donc c'est très très tard. Mais du côté du coureur colombien, j'ai l'impression qu'il a pas mal travaillé le contre-la-montre, parce que sur le Tour de Romandie, déjà, je l'avais trouvé vraiment bon dans ce domaine-là, ce qui ne m'avait pas forcément sauté à la figure sur les années précédentes. Et puis là, encore une fois, 42 secondes, bon chrono. Alors certes, ça correspondait un peu mieux aux grimpeurs, mais quand même, 15 secondes sur Gaudu, simplement une vingtaine de secondes de Geraint Thomas. C'est un très très beau chrono de la part de Miguel Angel Lopez. On passe au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, Ineos, complètement raté de la part de Ineos ce contre-la-montre. Pour moi, ils ont mal repéré le parcours. Ils ont vraiment mal repéré le parcours, parce que la deuxième partie, ça se voyait qu'elle était plus difficile que la première, que ce soit sur le profil, mais également sur le terrain. C'est vrai que le profil, parfois, est trompeur. Et j'ai l'impression quand même que chez Ineos, ils l'ont pris comme un contre-la-montre traditionnel, et ce qui fait qu'ils sont partis pleine balle sur la portion de pas, et puis après, sur la deuxième partie, souvent, ils se sont écroulés. Pourquoi ils se sont écroulés ? Physiquement, mais également au niveau du matériel. Quand on voit Geraint Thomas, le braquet qu'il emmenait dans la deuxième partie de course, c'était pas très intelligent de sa part. Richie Porte, c'était pas beaucoup mieux. Alors Richie Porte, il a des bonnes qualités de puncher, mais bon, c'était très compliqué, je trouve, du côté de Richie Porte. Voilà, je suis assez surpris d'Ineos. Je peux parler des autres coureurs d'Ineos. Kwiatkowski, il perd également 28 secondes. Du côté d'Ineos, attendez, je vais vous dire d'autres coureurs de cette formation. Goggenhardt perd 1,03, pas forcément exceptionnel, Goggenhardt. Van Baarle 1,13, Amador 1,42, alors je pense qu'il l'a pas fait à fond, Amador. Carlos Rodriguez 58 secondes. Donc, je pense qu'il y a eu une erreur stratégique de la part de cette formation Ineos. Ils ont fait des erreurs. Pourquoi avoir décidé sur la deuxième partie de privilégier la première partie à la deuxième partie de ce contre-la-montre? Je pense que c'était une erreur de la part d'Ineos, et ils se sont quand même bien plantés sur ce chrono. Je termine. Je continue, avec Crossbike. Crossbike aussi, un mauvais chrono, le cours de la Jumbo, par rapport aux autres coureurs, par rapport à la concurrence. Encore une fois, 39 secondes de perdu. C'est que 3 secondes de mieux que Ran Lopez, mais c'est 20 secondes par rapport à des Richie Porte et même à Vingegaard. C'est inquiétant, Crossbike. Ça fait quand même plusieurs courses où je vois en retrait par rapport à d'autres coureurs de sa propre équipe. On sait que chez Jumbo, la hiérarchie commence à évoluer. Quand on voit l'arrivée de Vingegaard, quand on voit Sepkus, il ne faudrait pas que Crossbike devienne un faire-valoir ou soit obligé de changer d'équipe, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, le coureur néerlandais n'est quand même pas exceptionnel, je trouve, au niveau de sa condition physique. Il a des résultats qui sont quand même pas exceptionnels, je trouve, Crossbike. Et puis je termine là maintenant avec Henrik Mas. Là encore, je parlais de Kenny Elissonde. Henrik Mas, s'il veut être plus performant sur les grands tours et ne pas simplement se contenter de top 8, je dirais, il va falloir progresser sur le chrono. 1,15 aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. C'est que 2 secondes de mieux que Valverde, en sachant que Valverde, il joue plus le général des courses, donc il joue plutôt les victoires d'étape. Je trouve que c'est quand même beaucoup pour Henrik Mas. Ça le place 26e au général à 1,16. Voilà, encore une fois, dans la hiérarchie aussi de la Movistar pour le prochain Tour de France, mais également potentiellement pour une Vuelta. Je pense qu'Henrik Mas sera encore à la Vuelta cette année. Il faut travailler véritablement le contre-la-montre, parce qu'aujourd'hui et sur les grands tours, il perd forcément beaucoup trop de temps dans ce domaine-là. Demain, étape encore assez calme sur ce Dauphiné. On partira de Saint-Chamond
Saint-Chamond, pardon, il n'y avait pas de R, à Saint-Vallier, 175 km final encore assez vallonné, on va dire, mais qui devrait plutôt bien se passer avec des calls de 4e catégorie. Ça pourrait nous donner encore une course très animée du côté de Secrétarium du Dauphiné Libéré. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!